une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. Et aujourd'hui, on parle de souveraineté. On parle de souveraineté avec un des... Figure forte. Des figures emblématiques. Une figure de proue de la souveraineté en ce moment. Je veux dire, le chef du Bloc québécois, c'est quand même pas rien, comme on dit. On a parlé du Bloc québécois, en fait, sa pertinence. Yves-François Blanchet. Yves-François Blanchet, son nom. Son nom, c'est Yves-François Blanchet. Grand plaisir de le recevoir, justement, qu'on a parlé de souveraineté, les avantages, les arguments en 2024 de la souveraineté, c'est quoi? Pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi? Est-ce qu'on y croit encore? Moi, c'est la question que j'ai répétée à Yves-François Blanchet aujourd'hui. Est-ce qu'on y croit encore concrètement? Concrètement, comme un vrai projet possible. Est-ce qu'on y croit comme idée, mais est-ce qu'on y croit comme chose qui peut se passer encore? On a parlé il va y avoir des élections bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on s'en va? Est-ce que ça va aller dans un an encore ou ça va être la semaine prochaine? Il nous a dit off-cam, on peut-tu répéter ça peut-être? Qu'il évalue les probabilités qu'on aille en élection bientôt à 40%. À 40%. Fait que c'est quand même presque 50%. Ouais, 40, c'est un petit peu moins de 50. 10% de moins de 50. Ça veut dire qu'il y a presque une chance sur deux là, que c'est ça qui se passe prochainement. Fait que... Préparez-vous. Notre nouveau téléroman préféré va recommencer. Est-ce que Justin Trudeau va rester chef du Parti libéral? Est-ce que Pierre Poilievre va être notre prochain premier ministre? À suivre, c'est toutes des questions. Toutes des questions qu'on va avoir des réponses... Sous peu, j'ai l'impression. On a aussi parlé de la pertinence du Bloc québécois, parce que c'est quelque chose que moi, je rencontre dans les conversations que j'ai avec des amis proches qui suivent pas nécessairement la politique puis qui voient le Bloc québécois comme quelque chose de peut-être inutile quand tu sais pas exactement pourquoi. On discute de tout ça et vous allez voir que c'est loin d'être pourquoi un inutile. parti qui peut jamais prendre le pouvoir est pertinent? Vous aurez la réponse de Yves-François dans le podcast. Tout à fait. De Yves-François. C'est rare qu'on dise juste le prénom. Yves-François. Bon podcast. Bonne écoute. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos amis chez Manscaped qui reviennent avec un nouveau kit et tenez-vous bien le nom du kit, l'ensemble Beard and Balls. Avec l'ensemble Beard and Balls, vous avez vraiment le meilleur des deux mondes. Vous avez le Lawnmower 5.0 Ultra et vous avez le Beard Edger qui est fait, bien sûr, pour la barbe. Ouais, je veux faire un petit commentaire parce que sur un de nos derniers podcasts, parce qu'on faisait la pub pour Manscaped, il y a quelqu'un qui a commenté « Hey les gars, vous ne me faisiez pas à croire que j'utilisais Manscaped pour vrai, arrêtez de nous prendre pour des caves. » Dude! Là, veux-tu voir mes balls? Veux-tu voir mes balls? Man, les produits Manscaped, puis évidemment que probablement qu'on n'aurait pas découvert les produits Manscaped si on n'avait pas collaboré avec eux, mais les produits Manscaped, c'est les seuls produits d'entretien que j'utilise. Ici, c'est mes deux principaux parce qu'ils nous les envoient à chaque fois qu'ils nous les envoient, puis évidemment que j'ai changé le Lawnmower 4.0 pour le 5.0. Ma moustache, ma barbe avant hier avec les produits Manscaped. Exact. Le Lawnmower, c'est leur produit vedette. C'est le produit pour l'entretien sous la ceinture avec la technologie Skin Safe. Là, ils ont même rajouté une nouvelle lame que tu peux rajouter par-dessus pour aller raser plus en profondeur, pour aller raser plus près de la peau en précision. Plus précis. Ça cuirette, comme on dit en bon québécois. Puis le Beard Edger, le Beard Package en fait que vous avez ici avec le Beard Edger, les crèmes et tout, c'est le produit que j'utilise pour me faire la barbe, même si je n'ai pas d'énorme pilosité faciale, mais c'est mon produit par excellence. Fait que toi, dans les commentaires qui dit qu'on te prend pour un cave, là, OK? C'est pas nous autres les caves. Okay? Nous autres, là, on utilise des produits Manscaped pour de vrai. Puis si vous voulez vous procurer le Beard and Balls package, un code promo. Oui, on a 20% de rabais avec le code sans filtre. Alors, c'est important de l'utiliser pour avoir, votre rabais, de deux, savoir que Manscaped sache que c'est nous qui vous envoie. Vous avez la livraison gratuite aussi avec ce code. Alors, manscaped.com. Le podcast est présenté par Minou. Minou, c'est moi. Minou, c'est mon alter ego, c'est mon nom d'artiste, c'est mon projet musical d'artiste individuel, d'artiste solo, que je lance là, bientôt. Là, dans le fond, je vais sortir mon premier mini-album le 8 novembre et je vais faire des shows de lancement les 14 et 15 novembre, le 14 à Montréal et le 15 à Québec. Les billets sont en vente, fait qu'on va mettre ça dans la description. J'aimerais bien ça de vous voir, j'aimerais ça qu'il y ait du monde, j'aimerais ça que ça soit le fun. En tout cas, moi je pense que le show va être bon.
Je suis content, je suis fier de ce que j'ai fait. J'ai hâte de le présenter. Un peu stressé, mais Un bon stress. Un bon stress, ça va être le fun. Fait que, pub de moi, dans le fond. Fait que, achetez des billets, venez me jaser après, venez apprécier de la musique ou ne pas apprécier, mais au moins vous aurez vu quelque chose. Puis, Ouais, vous pourrez dire que vous avez vu quelque chose puis que vous avez participé à la vie culturelle. Et vous pourrez dire dans plusieurs années quand Minou va être comme headline sur les plaines d'Abraham lors du Festival d'été de Québec que vous l'avez vu dans une petite salle. I was there. Si vous êtes là le 15 à Québec, moi je vais être là, fait que vous me direz bonjour aussi. Ouais. Puis là, on va mettre un extrait de Minou. On met un extrait de quelle chanson? On peut mettre un extrait de la première tune que j'ai sortie, Je suis entré. Premier single, j'ai fait un clip, j'ai fait... Fait que tous ceux qui m'écoutent le podcast, qui m'entendent dire un podcast sur 2, ouais, je fais de la musique, ben là... C'est ça qu'il fait. Enfin, vous allez pouvoir entendre ce que je fais. Puis c'est comme excitant et nouveau pour moi parce que j'ai travaillé avec plein de monde, sur plein d'albums, avec plein d'artistes, en tournée, en studio. Puis là, c'est la première fois que je présente le fruit de mon âme. Fait que... enjoy. On va mettre l'extrait tout de suite après, puis on se voit au lancement. Yes, sir. Yes, Ça roule. On commence comme ça. Parfait. Merci beaucoup d'être là. Merci de prendre du temps dans un horaire chargé. C'est un plaisir d'être là. Je vais essayer ça, mais Ouais. en général, je les garde pas. C'est comme... T'es pas, comme c'est tu veux. Obligé, hein? Ouais. Alors, C'est que là, tu peux t'entendre ta voix mielleuse dans les ouais, écouteurs. je sais pas si ça Une va bonne être voix de très radio fort. quand même. Oui, on m'a dit ça quelques fois. Ouais, J'ai ouais. fait un petit peu de radio. De radio, c'est vrai, mais ah j'en ouais? ai pas fait beaucoup, mais... OK. ouais, j'ai fait. À quelle époque? Après la politique phase 1, phase 2, j'ai déjà été employé politique quand j'étais fort jeune. OK. Après ça, j'ai été député pendant 6 ans, ministre pendant 2 ans. Et après ça, j'ai perdu ma circonscription de Johnson. Et c'est un gouvernement majoritaire libéral. Les emplois qu'on m'a offerts puis qu'on m'a désofferts, parce Ouais. que du monde qui faisait des téléphones, c'est affolant. Ah ouais, Des, donc des belles affaires. Là. des jobs qu'on t'offre, puis qu'après ça, tu sais pas trop qu'est-ce qui Quelqu'un se à passe, l'interne n'est quelqu'un pas à d'accord. l'interne. Il y a comme par hasard, il doit y avoir un volume là-dessus parce que je veux bien m'entendre, mais il y a des limites. Ouais, des gens, c'était dans le milieu de la recherche, dans le milieu du développement économique, dans le milieu de l'enseignement. Et là où ça s'est pas produit, c'est dans l'appareil média. Ouais. Quand je suis arrivé dans les médias, évidemment, t'appelles pas un média pour dire « engage pas Blanchette », en tout cas. Ouais. T'as moins de T'espères chances que non, ça ouais. marche. T'espères que ça se produira pas. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé... mais j'ai fait de la chronique beaucoup. Ouais. Ouais, j'aimais beaucoup la radio. J'aime la radio parce que... Bon, maintenant, les radios ont des caméras. Mais, Ouais, c'est ça. mais tu t'occupes moins de ce que t'as l'air. T'es dans ton contenu. Tu peux faire des plus longues entrevues. Tu peux développer davantage. Tandis que la télé, maintenant, c'est exclusivement de la clip. Quand tu fais une entrevue de 5 minutes, tu sais pas lesquelles 7 secondes vont être diffusées à la télé. Puis est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, ça manque, cette longueur-là, puis cette place-là qu'on laisse à... L'entrevue de fond, en général, est une énorme déficience de l'appareil média actuel. On demande aux gens de faire confiance à ceux qui vont prendre des décisions pendant plusieurs années en ne les connaissant pas. La perception que les gens ont de moi ou de mes collègues ou de mes adversaires est davantage conditionnée par les commentaires politiques des analystes ou autres types de commentateurs ou d'opinions ou de polémistes que par ce qu'on dit nous-mêmes, ce qu'on est nous-mêmes. Donc, c'est très différent. Il y a une époque où il y en avait davantage, mais l'entrevue de fond plus longue, dans laquelle tu peux être davantage découvert pour tes opinions politiques, là, je parle assez peu d'autres choses, ça n'existe plus vraiment. J'en fais une là. Exact, c'est ça. Mais c'est très rare. Mais c'est vrai, puis c'est drôle que tu dises ça parce que moi, le nombre de fois que je me suis dit, tu sais, ici, on a la chance de s'entretenir pendant des longues entrevues avec des personnalités politiques, tu sais, puis
presque à chaque fois, je me suis dit, hey, l'idée que je m'étais faite de cette personne-là, l'image que j'avais, finalement, c'est pas tout à fait ça, tu sais. Puis d'apprendre à découvrir plus la personne, à chaque fois, j'ai été surpris, tu sais. Fait que pour pour le citoyen moyen, c'est pareil. J'imagine que ce serait pareil pour moi si je devais entendre une entrevue de fond d'un de mes adversaires. Ouais, probablement. Je découvrirais peut-être des trucs que je ne savais pas d'eux autres. Peut-être que ça les humaniserait un peu, parce qu'on n'a pas tendance à se fréquenter beaucoup. Ouais. Vous n'allez pas prendre une bière après la fin de la journée ensemble, toute la gang? À Gatineau. Ils m'ont dit non, pas de là, non. Puis il y a des cas où si tu croises quelqu'un socialement, ça peut être correct. Puis il y a des cas où même si tu croises quelqu'un par hasard Vous dans êtes pas le amis. corridor, non. Pierre Poilievre puis moi, on n'est pas amis. Ouais, on est ouais. vraiment pas amis. Peut-être que ça existe plus au provincial, une genre de camaraderie, C'est intéressant, respect C'est intéressant. versus au fédéral. À Québec, on est 125. Les débats passionnés, là, tu sais, les sujets qui touchent vraiment le monde, la santé, c'est une juridiction du Québec, quoi qu'en dise Ottawa. L'éducation, c'est une juridiction du Québec, quoi qu'en dise Ottawa. Ouais. Évidemment, quand il y a un référendum sur la souveraineté, c'est Québec qui l'appelle, ce référendum-là, c'est pas Ottawa. Fait qu'il y a des sujets qui appellent beaucoup de passion, mais malgré tout, ces 125-là, au lieu des 338 à Ottawa, se connaissent tous un petit peu au moins et sont davantage capables d'avoir une certaine camaraderie entre eux à Ottawa. Encore, la dernière fois que je me suis assis dans le Parlement, j'ai vu un député que je n'avais jamais vu. OK. Ah ouais. Après 5 ans, là, il y a beaucoup de députés, majorité de députés au Parlement fédéral. Je les croiserais sur le trottoir et je ne saurais pas que c'est un député. Ah ouais. On se connaît pas. Ouais. Ils ne s'intéressent pas à nous, on ne s'intéresse pas à eux. Les deux solitudes sont Ouais. absolument réelles, à quelques dizaines de personnes près. Ouais. Bien sûr, on connaît plus les députés du Québec. Mais non, c'est deux réalités. Ouais. C'est pas agressif. Bon, les bons gros conservateurs de l'Ouest sont capables de t'envoyer des insultes d'un corridor encore un petit peu. Dans les corridors, ouais. Oui, c'est... Avant la nouvelle vague où on est 33 présentement, les quelques députés du Bloc qui restaient se faisaient généreusement asperger d'insultes. Ah ouais. Ah oui, il y avait pas de respect, c'est l'intimidation et tout dans les corridors du Parlement. Maintenant, à la gang qu'on est, avec le tempérament qu'on a, Ça arrive moins. ça arrive moins. Mais vous sentez vraiment que vous êtes une petite gang, finalement, dans cette mer-là, puis que vous vous détonnez, là, au Bloc. Le Bloc québécois, bon, d'autres vous le confirmeront, ça ne m'appartient pas, mais on est très respecté maintenant. OK. Le Bloc québécois est respecté, assez redouté. Quand un député du Bloc se lève pour une question, en général, le ministre de l'autre côté fait « Ah non, pas moi ». Parce que les contenus sont très, très bien maîtrisés. La coordination est bien faite. Puis c'est pas moi, là, c'est le leader parlementaire, c'est la WIB. Les contenus sont maîtrisés. Les députés savent de quoi ils parlent. Et on est assez peu nombreux que tout le monde est obligé de bien connaître quelque chose. Si on était 100, il y en a qui ne connaîtraient pas grand-chose puis qui ne parleraient jamais. Mais à 30 quelques, tout le monde connaît son dossier de façon adéquate et est capable d'en parler. Et donc est capable, dans les comités ou en chambre, de faire des interventions qui vont être solides. Et ça, c'est respecté par les autres. Puis parce qu'on ne fait pas la politique de fuir comme un gouvernement en difficulté ou le tempérament de ce gouvernement-là, littéralement, de fuir les réponses, de jamais répondre à rien. Moi, quand j'étais ministre à Québec, on me posait une question, je me faisais un plaisir presque belliqueux de dire « Amène-la ta question ». Les libéraux à Ottawa, c'est tout sauf répondre. Puis les conservateurs, il n'y a pas de contenu là-dedans, c'est juste des slogans répétés. Littéralement, il faut l'écouter pour le voir. Là. Je sais à quel point chaque phrase finit par gros bon sens ou common sense c'est un en texte anglais. appris par cœur. Puis le premier ministre n'en vaut pas le coup. Puis c'est vraiment juste comment on peut réagencer les mêmes slogans à l'intérieur de 42 secondes ou 35 secondes en réponse de question. Ça ne sert pas le bien commun, mais chez nous, ça ne se fait pas ça. Chez nous, chaque question est minutieusement préparée, ou en tout cas, il y a une bonne maîtrise des contenus, ce qui fait qu'on est respecté sur la colline parlementaire par les adversaires comme par l'appareil médiatique. On parlait des discussions forme longue, puis si je mets ça aussi avec le point qu'on vient d'aborder du fait que les questions ne sont pas répondues, est-ce qu'il y a des échanges, de longs échanges sur le fond dans ces institutions-là, où ce qu'on voit, c'est ce qui se passe?
Tu sais, des discussions où est-ce qu'on parle d'un projet de loi pendant En théorie, oui. 3 heures de temps assis, Et qu'on travaille ensemble, point puis qu'on par construit. point, à essayer J'ai de connu ça, moi. discuter. J'ai connu ça quand j'étais à Québec. Commission parlementaire, donc pas la période de questions qui est Le freak show. le spectacle de reddition de comptes qui ne sert pas à rendre des comptes vraiment. À Québec, c'est moins pire qu'à Ottawa. Parce que Puis c'est quand même grave à Québec. Ouais, mais fait que ça en dit long sur Ottawa. le format est plus long. Tu sais, c'est 1 minute, puis après ça, une sous-question 30 secondes à peu près, puis une autre sous-question 30 secondes, puis dans le même sujet, ça dure un petit échange qui dure quand même près de 5 minutes. À Ottawa, c'est ta question, c'est 35 secondes, la réponse est 35 secondes. Puis là, après ça, c'est encore toi après. Moi, comme chef, je peux prendre toutes les questions si je veux. Là. Mais pour les députés, c'est pas le cas. Mais en commission parlementaire à Québec ou en comité parlementaire à Ottawa, la tradition, c'est que c'était les endroits où on avait les conversations sérieuses. Mais à Québec, quand j'y étais, j'ai vu le début de ça. Et maintenant, à Ottawa, c'est totalement ça. C'est un cirque partisan pitoyable. Là. Mais vraiment, il y a peu... Tu sais, il y en a qui vont essayer prendre leurs 5 minutes pour essayer de dire quelque chose d'intelligent et de structuré, mais t'en as qui vont juste manger du temps, empêcher l'autre de s'exprimer, dire n'importe quelle espèce de niaiserie qui correspond pas du tout à la vérité. Là, maintenant, c'est devenu malheureusement ça, puis je suis obligé de le dire, la culture conservatrice actuelle dans le Parlement, c'est pitoyable. Il n'y a aucun respect pour les institutions, aucun respect pour la reddition de comptes, aucun respect pour la vérité. On n'est pas là pour travailler sur le bien commun, on présente pas de programme, on présente pas de proposition. C'est Trudeau va tomber parce qu'il est usé, ça va être nous autres. Si on est capable d'être là sans avoir présenté de programme, on va faire ce qu'on veut, on n'aura rien dit. Ouais. Et ça... il est incroyable que C'est ça leur plan. le programme le plus élaboré, là, Ouais. puis on peut être en désaccord avec ce qu'il contient, le programme le plus élaboré à la Chambre des communes vient d'un parti qui ne sera jamais au gouvernement. T'sais, nous, on ne sera jamais au gouvernement, c'est clair, mais on a un programme complet, touffu, élaboré, documenté, les références sont dedans. On fait une proposition politique très étoffée qu'on peut mettre en place pareil, parce qu'il y a d'autres manières que d'être au gouvernement pour faire avancer des affaires. Mais on fait cet exercice-là, il y en a qui essaient de ne pas dire ce qu'ils feraient pour ne pas avoir à le faire. C'est ça leur Ça ressemble à leur ça, plan, présentement. ouais, Ça ok. ressemble à ça. On pourrait prendre des dossiers précis, mais ça ressemble à ça. Ils sont tellement convaincus qu'ils vont gagner qu'ils se disent, bon, ben, on va gagner, fait qu'on n'a pas Ça pas besoin de ressemble à ça. s'avancer. Il y a une volonté de gagner plus. Quand le chef conservateur vient au Québec, c'est pas parce que ça va changer le destin de l'élection fédérale. Au Québec, qui est à peu près au même point que Karen O'Toole a été avant lui, Andrew Scheer a été avant lui. Et il essaie de protéger les comtés qu'il a présentement. Il espère peut-être en gagner d'autres. Les chiffres suggèrent pas ça. Fait que c'est pas ici que ça va se passer. Quand il vient ici, c'est parce qu'il accepte pas que le Canada soit si massivement en arrière de lui et que le seul endroit où il y a une alternative aux conservateurs quand tu veux pas les libéraux, ben c'est l'alternative qui est en avant. Ça veut dire que les gens te veulent pas vraiment. Dans sa tête à lui, peut-être. Ouais. Il y a des gens dans l'Ouest canadien Fait qui que c'est dans le son égo vénèrent que ça l'atteint, littéralement. tu penses? Moi, je pense qu'il n'est pas pire. On n'en a pas parlé, mais en politique, ça en prend. Ouais. Mais peut-être qu'avec le temps, Ben, il y a un Ça se égo bien nuance placé un peu. et mal placé, là, les deux. ouais, c'est ça, mais bon, je suis peut-être rendu assez vieux pour commencer à nuancer un peu les choses. Ouais. J'essaye. Ma mère, elle m'a montré, j'étais chez elle avant hier, puis on écoutait la télé, puis il y a juste une publicité du Parti conservateur qui est arrivée, puis elle m'a dit, ah, je l'ai déjà vu, écoute ce qu'ils disent. Puis là, c'est baisser les taxes, réduire, améliorer votre qualité de vie, plus de logements. Puis là, c'est juste plein d'affaires que je fais comme oui. Ben oui. Ben, tu vas Oui, pas être toi, capable de Oui. avoir de l'air à respirer. Les routes ou Puis il n'y a conduire votre aucune, voiture. puis là, c'est juste le gros bon sens. Puis là, tu fais oui, dans le fond. Ben c'est, oui. oui, Sauf que tu je fais- veux c'est tout le ça, comment mais qui nous comment intéresse. qu'on se rend là? Aucun mot sur comment. là. Couper les dépenses, indépendamment du parti, dans un contexte démographique où il y a de plus en plus de gens qui ne travaillent pas, mais qui ont quand même besoin de services. C'est très, très vrai au niveau provincial ou québécois. C'est un peu moins vrai, mais quand même vrai au niveau fédéral. Les revenus de l'État ne suivent pas l'augmentation des dépenses de l'État en général, en Occident. Ça creuse des déficits. On ne profite pas des périodes de croissance pour abaisser ces montants-là. Si le futur hypothétique premier ministre Poilievre veut rééquilibrer tout ça, il va falloir qu'il coupe quelque chose. Drastiquement, quand même. Et il ne le dit pas. Il ne dit pas qu'est-ce qu'il va couper. Ouais. La question, c'est juste ça. Qu'est-ce qu'il va couper?
tu peux pas couper dans le militaire parce qu'on respecte pas nos obligations. Moi, je le vois facilement. Moi, j'ai proposé qu'on enlève une espèce d'injustice qui fait que c'est pas historique, c'est récent. La pension de vieillesse des gens de 65 ans et plus souffrait déjà d'un important retard pour suivre l'indexation. On le disait depuis 2019 dans notre cas. Et ça n'a pas vraiment augmenté. Et lorsque les libéraux l'ont augmenté, ils ont augmenté juste pour les 75 ans et plus. Et ceux qui avaient entre 65 et 74 ans, videz vos fonds de pension privés, puis quand vous serez sur le bord de crever de faim, on va embarquer. Mais il y en a un paquet qui ne se rendront pas à 75 ans, ça va nous coûter moins cher. Il y a quelque chose d'extrêmement cynique dans ce raisonnement-là. Donc, on s'est battu contre ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit, si le gouvernement ne nous donne pas ça, on va essayer de le faire tomber. Parce que on a le pouvoir présentement, ou on a presque le pouvoir présentement, puis on va l'utiliser. Mais c'est ce genre de raisonnement-là, de dire, OK, mais ça va coûter quelque chose. OK, où est-ce qu'on va prendre l'argent? Bien, les libéraux mettent, on ne peut pas avoir les chiffres précis parce qu'ils le cachent dans des crédits d'impôt et différentes manœuvres, mettent entre 10 et 13 milliards par année dans l'industrie gazière et pétrolière de l'Ouest canadien qui n'a pas besoin d'une de ces scènes-là, mais zéro, ils n'ont pas besoin de ça, le fond de l'argent comme de l'eau. Mais prends 3 milliards de cet argent-là, puis donne-les pour le programme qu'on demande à corriger pour les 65-74 ans. C'est la moindre des choses de faire ça. Il y en a 4 millions à travers le Canada quand même. 4 millions de personnes dont le pouvoir d'achat pourrait être augmenté. Il y en a des plus riches que d'autres là-dedans qui ont peut-être moins besoin de ça. Ça, c'est vrai. Mais la grande majorité, c'est parce qu'ils en ont vraiment besoin. Puis c'est pas quelqu'un qui peut dire « Ah, je vais aller travailler ». À l'âge que tu es rendu, souvent, c'est même plus possible d'aller travailler. Si tu travailles en construction, tu ne retournes pas travailler en construction à 71 ans. Ça se peut pas. L'argent, parfois, il est là, c'est des choix. Mais d'identifier clairement où la prendre pour la mettre où. Non, en principe, une colonne de plus, une colonne de moins. C'est une illustration qu'on donne. Tu donnes 13 milliards au pétrole, excuse-moi, là. Tu es capable de donner moins au pétrole, puis tu es capable de donner plus aux retraités. Mais jamais Pierre Poilievre va dire qu'il va enlever de l'argent au pétrole. Parce qu'il va perdre Il va perdre l'Ouest canadien où il y a un niveau de popularité coréen. Mais on n'a même pas aucune idée d'aucun des plans, dans le fond, du Parti conservateur. On n'a aucune idée de c'est quoi les stratégies. Il n'y a aucun Sur programme. Le logement, ils ont fait un lien entre le logement et l'immigration. Le nombre d'immigrants va être fonction du nombre de logements. Écoute, c'est totalement inapplicable parce que le marché domestique va utiliser tous les nouveaux logements qu'on pourrait construire dans un avenir prévisible. Ça veut dire que tu couperais l'immigration d'une façon plus que drastique. Là, ça serait à plus grand-chose. Or, il y a... Presque total. Il y a de l'immigration, puis je ne suis pas toujours à la même place que mes collègues souverainistes ou nationalistes là-dessus. Moi, je ne suis pas fermé à une immigration généreuse. Je ne l'ai jamais été. Les conditions, c'est qu'on la réussisse. Une immigration réussie, c'est une immigration où les gens qui sont venus chercher une vie meilleure aient une vie meilleure. Quand il y a des demandeurs d'asile qui meurent gelés en hiver dans la rue, il y a quelque chose que tu n'as pas fait correct, là. Ou qui deviennent simplement de la main-d'œuvre vulnérable, des gens à qui on n'enseigne pas. La première affaire que tu as besoin dans une nouvelle société, c'est la langue. Fait qu'on leur enseigne pas le français, on réussit pas à leur enseigner le français, puis il y en a qui arrivent rapidement pour leur enseigner l'anglais parce que ça va être plus facile de s'intégrer dans certains quartiers de Montréal, évidemment, ou parce qu'ils sont arrivés ici puis ils pensaient que c'était l'anglais, où ils ont plus de chances d'avoir une base en anglais qu'une base en français, selon d'où ils arrivent à travers le monde, mais il y a pas mal plus d'endroits où la deuxième langue qu'on connaît tout un petit peu, c'est l'anglais. Donc, ça fait un recul important. Alors, réussir l'immigration, c'est d'apprendre la langue nationale. Souvent, en Suède, ça va être le suédois, puis au Québec, c'est le français. Nous autres, on dit, non, ça peut être l'anglais aussi au Québec. Mais non, la langue au Québec, la seule langue commune, la seule langue officielle, c'est le français. Fait que si tu ne donnes pas cet outil-là aux gens, ils ne réussiront pas leur intégration dans la société québécoise. C'est un peu ça. Mais là, en termes de nombre, il y a l'enjeu des demandeurs d'asile qui sont des gens qui arrivent ici en détresse. Et le Canada a une forme d'obligation morale de les accueillir. Mais quand il y en a à moitié qui viennent au Québec, puis que le Québec représente 1/5 de la population du Canada, tu te rends compte que ça met une pression évidemment très importante sans vraiment l'argent nécessaire dont tu as besoin pour accueillir ce monde-là ou réussir ça le moindrement. Ben, c'est normal de demander que ce soit réparti selon la population des provinces. Par contre, couper des étudiants étrangers, même les Anglais, les étudiants étrangers qui vont étudier à McGill rentrent beaucoup d'argent au Québec. Pas sûr que je compte ça. Faudrait que j'y réfléchisse, mais quand je vois ça, je vois, j'ai pas de raison de couper là-dedans. Mais le réseau des universités du Québec, qui est le réseau des régions du Québec et qui, ensemble, est la plus grosse université canadienne, eux ont absolument besoin des étudiants étrangers.
Pourquoi on couperait là-dedans? Qu'est-ce que ça nous donne? Les vrais travailleurs étrangers temporaires, pas ceux qui restent pendant des années en renouvelant puis qu'on ne sait même pas où ils sont rendus, là. Mais les vrais travailleurs étrangers temporaires dans les régions du Québec, on en a absolument besoin. Il n'y a aucun de nous trois qui va aller cueillir des fraises l'été prochain. Effectivement. J'ai une question qu'on entend, tu sais, moi, en tout cas, moi, dans mon entourage, quand je parle du Bloc québécois, tu sais, avec des gens de ma génération, il y a toujours la même question qui revient, puis là, je vais te la poser aujourd'hui. Tu sais, puis là, on parlait de la retraite des aînés ou des questions de l'immigration. C'est quoi le pouvoir du Bloc québécois? C'est quoi le pouvoir que le Bloc québécois a finalement au fédéral pour faire avancer ces questions-là dans l'intérêt du Québec? Il y a une réponse simple et une réponse moins simple. Je vais essayer de prendre la moins simple et de la simplifier. D'abord, l'autorité suprême sur le territoire canadien, puis c'est vrai sur le territoire québécois, c'est le Parlement. Ouais. C'est pas juste le gouvernement, c'est le Parlement. Le Parlement qui vote ce qui se fait. À chaque projet de loi qui a été déposé, depuis que moi je suis là 5 ans, mais depuis toujours, si le projet de loi est bon pour le Québec, on va être en faveur. Donc, il n'y a personne qui s'est fait mal. Là. Ça n'a pas fait mal au gouvernement, ça n'a pas dérangé personne. Mm-hmm. S'il est irréparablement mauvais pour le Québec, on va être contre. Des fois, on va l'avoir d'un dent pareil, mais on va au moins dénoncer suffisamment. Puis entre ces deux éléments-là, on va toujours essayer d'améliorer les projets de loi. Il y a probablement une majorité de projets de loi dans ce qui a été adopté depuis 5 ans qui a été changé à l'initiative du Bloc québécois, qui a convaincu les collègues que c'est mieux de même que de même, puis ils sont tombés d'accord, puis on l'a voté. Ça passera jamais à l'histoire, mais dire qu'on ne sert à rien. Encore qu'il y a quelques jours, Jean-Yves Duclos disait « Le Bloc québécois, c'est des gérants d'estrade. » OK, mais c'est parce que Jean-Yves, tu t'en vas dans l'opposition, là. Tu vas devenir un gérant d'estrade. Tu vas regretter tes paroles. C'est pas vrai que les partis d'opposition sont des gérants d'estrade. Et en plus, le Bloc a, à l'heure actuelle, le débat sur les projets de loi, les 2 projets de loi qui vivent présentement dans l'actualité, pas québécoise, canadienne, bord en bord. C'est sur les aînés, ça vient du Bloc québécois, puis c'est sur la gestion de l'offre, ça vient du Bloc québécois. Alors qu'on n'avait jamais réussi dans le passé, personne à faire ça, le Bloc québécois a réussi à faire adopter une motion par le Parlement qui disait que le Québec est une nation dont la seule langue commune officielle est le français. Point, pas de condition. Avant, le mieux qu'on avait eu, c'était sous Harper, le Québec est une nation à l'intérieur du Canada. Là, il n'y a même pas d'à l'intérieur du Canada, puis on l'a gagné haut la main parce que la dynamique politique du moment, puis on était assez habile, on a réussi. On a réussi à faire adopter une motion qui enjoignait le gouvernement à avoir des conversations en dedans de 100 jours sur le nombre d'immigrants que chaque province ou le Québec allait recevoir. Ils ont respecté la motion ultimement parce que le lendemain de l'élection d'un gouvernement, il est en élection la suivante. Ouais. Il ne peut pas faire n'importe quoi, il ne peut pas dire n'importe quoi, il ne peut pas commencer à se faire haïr. Puis, lorsque tu as un premier ministre comme potentiellement Pierre Poilievre, qui n'est pas exactement un calinours qu'on a envie d'aller caresser doucement pour dire « T'es un gentil garçon, toi ». C'est pas ça, là. Pas ce que je dirais. Ça ne vient pas tout seul. Même le dire, j'ai un petit malaise. Peut-être qu'avec le côté tranchant qu'il a, que ça ne s'arrangera pas une fois qu'il va être premier ministre, s'il devient premier ministre. Ça va être quoi sa popularité personnelle après 1 an, alors qu'elle n'est déjà pas très élevée, même s'il y a plus de votes que les autres? Il va être rapidement dans un contexte où il ne peut pas se permettre d'envoyer tout le monde sur le job. Il faut qu'il prévoit l'avenir, puis qu'il préserve ses appuis, puis s'il pense qu'il est bon pour longtemps, il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé à Québec. La Coalition Avenir Québec a gagné très, très haut la main la dernière élection. Au bout d'1 an, la Coalition Avenir Québec allait très mal, puis le Parti québécois, dont tout le monde se moquait il n'y a pas si longtemps, était en avant de façon significative dans les intentions de vote. Donc, on met tout ça ensemble, on se dit, OK, ils vont commencer vite à faire attention à ce que fait un parti comme le Bloc québécois, parce que notre crédibilité, je pense, est intacte, n'a pas été attaquée par qui que ce soit, puis on s'est fait dire souvent qu'on était justement l'adulte dans la pièce, les gens responsables qui essaient de travailler de façon sérieuse. C'est sûr que la barre est haute pour nous, si on veut justifier notre existence. C'est pas on va devenir un gouvernement. C'est on va être un instrument qui ne va servir que le Québec. Moi, je pense même que chaque région canadienne devrait faire comme nous. Nous, on le ferait en disant, ultimement, en tout cas, c'est ma préférence, on va être souverain. On aura toujours des collaborations avec les autres territoires autour de nous autres, que ce soit les Maritimes ou l'Ontario ou les États-Unis, on aura toujours des collaborations. Mais toutes les régions du Canada pourraient avoir il appellera ça comme il voudra, mais
un bloc de l'Ouest, un bloc du Pacifique, un bloc du Nord, un bloc maritime, un bloc ontarien, un Grand Lac. Ils font ça comme ils veulent, mais et le Parlement fédéral serait plus représentatif présentement. Ben, les députés libéraux du Québec sont obligés de s'asseoir dans le coin puis de se taire parce qu'ils sont pas assez nombreux pour être significatifs dans le caucus du Parti libéral. Présentement, ils sont 160 et quelque chose. Combien il y a de députés? Il y en a 30 libéraux? au Québec, 33 en fait. Là, on est égal, 33. Mais c'est pas assez. Peut-être qu'après la prochaine élection, ils vont se retrouver à 45 ou 55 députés libéraux. Puis là, ça va peut-être, là, le Québec va compter pour plus là-dedans. Mais si c'est tous des députés anglophones de l'Ouest de Montréal, ça sera pas super bon pour la nation québécoise qui se veut laïque et française. Ça nous dit quelque chose quand même que le Québec ait un bloc québécois, mais pas les autres provinces, sur l'homogénéité des autres provinces versus celle du Québec. Ouais, c'est un héritage du mouvement souverainiste. C'est si on recule dans l'histoire, je ne reculerai pas de 200 ans, mais après la volée qu'on a mangée, en 1760, puis celle qu'on a remangée à la révolte des Patriotes, ça a été dans les années 40 au Québec qui est réapparu un mouvement, le Refus global, qui était québécois, canadien, français. À l'époque, était canadien, français, résolument progressiste et très révolutionnaire. Très, très révolutionnaire. Ceux qui ont fait ça ont payé le prix, ils se sont exilés, il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus de carrière. C'était l'époque de Duplessis, les curés. Là, c'était pas bien pour eux, puis ils étaient assez audacieux quand même. On vous liriez pas du Claude Gauvreau dans votre podcast. Là. Les gens vous appelleraient pour dire « Ouf, c'est intense ». Et après ça, on se rend sur cette foulée-là doucement jusqu'à la Révolution tranquille. Puis on dit « ça n'a pas vraiment été une révolution tranquille ». Moi, je comprends le principe qu'on a réussi à faire beaucoup sans recourir à la violence. Et pour beaucoup de gens, dont moi, je suis sur la queue de cette comète-là, la finalité naturelle de la Révolution tranquille, où on était passé de Canadiens français sur la liste de paye des Anglais à maître pour beaucoup de notre propre économie. On s'affirmait comme Québécois. On avait développé des outils collectifs extrêmement puissants. Hydro-Québec, la Caisse de dépôt, le réseau des universités du Québec, les polyvalentes, beaucoup de choses qu'on est apparu comme nation forte. On a amélioré énormément notre taux de scolarisation. On a développé des ingénieurs, un milieu des affaires, un entrepreneuriat québécois. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas dans les années 40-50, un entrepreneuriat québécois autre que pour de toutes petites entreprises ou agricoles ou le notaire du village ou le magasin général. C'était pas développé. Mais la finalité naturelle, pour beaucoup de gens, c'était la souveraineté. Et c'est dans cette foulée-là que s'est inscrit l'apparition d'un parti fédéral qui disait « On ne permettra pas au Parlement fédéral de détruire ce qu'on fait à Québec. On n'enverra pas à Ottawa des députés qui défont ce que font ceux qu'on envoie à Québec en toute logique. » Puis là, on dit « Ouais, mais vous êtes là depuis trop longtemps, ça fait 30 ans que vous existez. » 30 ans, c'est encore temporaire parce que le Bloc québécois définit temporaire comme étant du moment de sa création jusqu'à la souveraineté du Québec. On est encore temporaire, mais on va être encore là tant et aussi longtemps que ce ne sera pas fait. Ouais. Puis après ça, il y a une période de transition. Puis ceux qui disent « Ah, mais c'est pas correct, vous prenez l'argent du Canada pour faire ça. » Ben, les Québécois paient des taxes et des impôts et ils ont le même droit démocratique d'élire qui ils veulent. Il y a des gens à travers le Canada qui ont déjà élu des gens dangereusement plus épais que le pire des députés du Bloc. Puis ce projet-là, cette idée-là de la souveraineté, tu y crois encore? Ah, moi, j'ai toujours cru, mais c'est... Pas comme idée, mais comme projet réaliste qui va se concrétiser. Parce que comme idée, c'est comme ça va de soi. Je me suis jamais... Croire si que ça tu va grandis arriver dans un milieu qui est souverainiste, ce qui est mon cas. Ouais. Mon père était politisé, mais comme n'importe qui, puis il avait son gros droit, ça marche de même, parce que dans les années 70, tous les Québécois suivaient la politique. C'était la grande époque de René Lévesque, que tout le monde adorait, vénérait René Lévesque. Il se faisait attaquer publiquement comme n'importe qui, puis les médias anglais de Montréal le ramassaient solidement, plus solidement que moi aujourd'hui, là, c'était pas drôle. J'ai grandi là-dedans, mais éventuellement, il faut que tu trouves tes propres raisons pour être souverainiste. Ouais. Pourquoi moi je le suis? Pas parce que mon père me l'a dit. Pourquoi? J'ai fait ça quand même jeune. J'ai suivi la politique très jeune. J'ai pas la prétention d'avoir un talent spécial parce que je suis tombé dedans étant petit puis tout là. Ça, c'est le genre d'histoire-là que certains politiciens sortent. Je trouve ça très farfelu. Obélix de la politique. Là. Ouais, c'est ça. Je vais éviter le gabarit. Là, Félix, là. Et aujourd'hui, il y a toute une génération qui n'a pas vécu ça.
Ouais. René Lévesque, pour les gens de votre âge, c'est une photo en noir et blanc dans c'est un livre mythe d'histoire qu'on C'est n'enseigne un plus. Puis, tant mieux, parce qu'il existe aujourd'hui un autre argument. L'autre argument que moi, je mets de l'avant, c'est le Québec est un des, sinon le meilleur endroit au monde pour réaliser la transition écologique. On a des ressources naturelles absolument fabuleuses et renouvelables. Mm-hmm. Le minier n'est pas renouvelable, mais la forêt est renouvelable, évidemment. La capacité du Québec au niveau énergétique, l'énergie verte, est extraordinaire. On n'a pas besoin, nous, du nucléaire. Je comprends que le Japon en a besoin, la France en a besoin, je comprends, mais nous, on n'a pas besoin de ça. Mm-hmm. On est capable de développer des technologies avec notre savoir-faire, notre ingénierie, notre entrepreneuriat. On est capable de faire preuve d'innovation et de créativité pour occuper un espace sur les marchés mondiaux avec des technologies vertes. On a la capacité d'être ça, nous. On a la capacité d'être un modèle pour le monde qui prouve que c'est possible de faire la transition écologique. Moi, je viens aussi du milieu environnemental. Si on a la capacité de le faire, on a l'obligation de le faire. C'est ça. Hein? Tu peux pas être capable de faire quelque chose d'aussi important qui aiderait tellement de monde à l'envisager, puis dire non, moi, je vais rester assis sur mes mains, puis je vais continuer à vivre d'une économie pétrolière. Mais ça, on peut juste le réaliser se peut pas dans le Canada. Le Canada est autant un pays pétrolier que le Venezuela ou l'Arabie Saoudite ou la Russie. C'est un pays pétrolier, le Canada. L'économie du Canada est basée sur l'exploitation des sables bitumineux de l'Ouest canadien. Il y a bien sûr des secteurs industriels et tout. Mais si eux autres attrapent la grippe, on va tous tousser. C'est clair. Et pour le Québec, c'est impossible, ça. Le fédéral ne met pas d'argent dans Hydro-Québec. Mais les Québécois, par leurs taxes et impôts, mettre des milliards de dollars par année dans le pétrole de l'Ouest qui, encore une fois, n'en a pas besoin. Ça ne nous revient pas, cet argent-là? Il ne nous revient pas. D'ailleurs, il y a du monde qui s'imagine qu'on paye notre gaz moins cher. Pas du tout. Le baril de pétrole de l'Ouest est vendu le même prix au Québec que n'importe où ailleurs où il sera vendu. On n'a aucun avantage, rien. Puis là, ils vont vous parler de la péréquation, qui est une des plus belles inventions du fédéralisme canadien. C'est de dire aux gens, vous ne comprendrez jamais ce que c'est, mais on va juste vous dire que sans ça, vous ne seriez pas capable d'exister. Fait que c'est comme si je disais, quand tu as ta paye, tu reçois ton chèque, là, donne-moi-les et je vais te redonner de l'argent chaque année. Si tu fais ça, c'est parce que tu en fais plus que l'autre. Le Canada gagne plus à l'appartenance du Québec au Canada que le Québec n'y gagne. Sans ça, il ne se battrait pas tant que ça, au-delà des enjeux géopolitiques. Là. Puis d'ailleurs, la péréquation qu'on reçoit, on en paye une partie nous autres mêmes. C'est une légende. L'Alberta ne fait pas un chèque au Québec. Là. Mm-hmm. Les Albertains payent des impôts, puis les Québécois payent des impôts. Tout le monde paye des impôts. Le gouvernement a un certain montant d'argent. Ce montant d'argent-là va être réparti selon un certain mode de calcul. Le Québec en reçoit moins que beaucoup d'autres per capita, mais le montant total est élevé parce qu'on est nombreux. Et dans les années à venir, éventuellement, plusieurs économistes vous diront qu'éventuellement, le Québec se mettrait à payer de la péréquation. Parce que le pétrole n'est pas éternel. Il est en train de transformer l'Ouest canadien en un bien étrange endroit. Et j'ai même dit, même si ils sont quelque part entre pas m'aimer puis m'haïr des fois, là. Mais qui ça, l'Ouest canadien pétrolier. Écoute, les éditoriaux dans les journaux de l'Ouest canadien, c'est pas Calinos à mon endroit non plus. Mais j'ai souvent dit, l'argent qu'on envoie là, on pourrait continuer à en envoyer parce qu'ils devront entreprendre leur transition énergétique. C'est la planète au complet qui paie le prix de cette dépendance qu'on entretient à l'endroit de ce qui est la cause la plus importante des changements climatiques, lesquels nous coûtent de plus en plus cher année après année pour les dommages causés, que ce soit par une plus grande prévalence de feux de forêt ou une plus grande prévalence de tempêtes qui viennent de plus en plus tôt, de plus en plus loin vers le nord, les inondations qu'on a connues, les variations climatiques sur l'agriculture, les impacts de ça coûte extraordinairement cher. Mais on ne le dit pas, on prend le cash, ça s'en va dans les poches des actionnaires des pétrolières de l'Ouest, qui en général sont à Toronto. Pas grand-chose pour le Québec là-dedans. Mm-hmm. Donc, selon toi, l'argument aujourd'hui principal de la souveraineté est environnemental? Il y a des bons arguments économiques, puis il y a des bons arguments écologiques aussi pour faire la souveraineté. Mais on fait d'abord la souveraineté pour être libre. On fait la souveraineté pour que nous-mêmes, comme nation, avec notre histoire, notre identité, notre langue, nos valeurs, bien sûr, ça change d'un individu à l'autre. Puis bien sûr, c'est pas pareil dans le milieu urbain puis dans le milieu rural. Puis toutes les nations ont ces enjeux-là. Mais fondamentalement, le Québec est encore un tout cohérent
qui pourrait l'être davantage s'il n'y avait pas tant d'efforts de fait pour mettre des clivages entre, par exemple, les Anglais et nous, qui sont très exagérés d'ailleurs. La création, moi j'ai été dans le milieu des arts longtemps, une des caractéristiques et des forces de Montréal, c'est ce métissage créatif entre les racines françaises de Montréal et les racines anglaises et le Montréal issu de l'immigration qui, pendant longtemps, créait quelque chose de nouveau et de différent et d'extrêmement fertile en matière de culture et d'art. C'est une grande richesse qu'on a. Moi, j'ai jamais été contre la communauté anglaise de Montréal. Là où la chicane pogne, c'est quand je dis les droits des anglophones de Montréal n'incluent pas ceux d'intégrer les immigrants en anglais. Parce que la langue nationale reste le français. Et quand on se rend là, on est moins amis. Mais à la base, j'en ai pas contre les universités anglaises. Est-ce que le financement peut être mieux équilibré? Certainement. Est-ce qu'on peut travailler pour que les institutions soient comparables en termes de ressources, incluant au niveau des médias? Parce qu'il y a plus de médias anglais per capita au Québec qu'il y en a de français per capita. Il y a plus d'hôpitaux, il y a plus d'écoles, il y a plus de tout. Per capita, ils ont plus de moyens, historiquement, puis c'est entretenu de différentes façons. Dans un Québec souverain, je ne pense pas qu'on va commencer à couper là-dedans. C'est pas ça le but. Le but est que quand quelqu'un dépense 1 pièce pour le bien de la nation québécoise telle qu'on la voit, il y a quelqu'un de l'autre bord de la rivière des Outaouais qui dépense 1 pièce contre. Ça s'annule puis ça coûte cher. Un Québec souverain n'a plus à craindre pour la prévalence du français, parce qu'il n'y a plus quelqu'un qui essaie de compléter l'exercice naturel de réduire le poids du français au Québec. Il y a un agenda actif, volontaire de réduire le poids francophone au Canada. Pas complotiste, ben. Non, mais j'ai dit moi. La majorité a toujours le désir de faire en sorte que la minorité lui ressemble. On va le dire de même, c'est poli. Le conquérant, c'est pas hier matin, là, le conquérant veut toujours assimiler le conquis. C'est normal, historiquement, c'est vrai depuis toujours. Et puis le conquis, des fois, ça ne tente pas. Donc, depuis 280 ans, grossièrement, les descendants de l'Empire britannique espèrent réussir à assimiler les descendants de l'Empire français, avec tous les impacts de l'immigration, mais avec pour eux souvent le désarroi que beaucoup d'immigrants se sont intégrés en français et non en anglais pendant longtemps, pendant très très longtemps. Je ne pense pas que quelqu'un se lève le matin en disant on va les faire disparaître, mais je pense qu'il ne se lève pas le matin en disant on va les aider. Ouais. Le fantasme du Canada bilingue et biculturel, ça n'a jamais marché. Ouais. On a, à peu près dans toutes les provinces canadiennes, ratatiné ce qu'il y avait de francophone. Il y a 3 semaines, j'ai rencontré un chef métis du Manitoba qui me demandait, en anglais, de l'aider à rétablir le français pour les métis qui, à la base, étaient francophones. Mais il ne parlait pas français. Il a perdu, le français. Mais ça fait partie de ce qu'ils sont. Puis il s'est dit... Et je pense qu'il a raison, que leur meilleur allié, c'est le Bloc québécois. Il y a des gens qui ont peur du Bloc québécois en disant « Ah non, il n'aidera pas les Canadiens français, ceux qui sont pas à l'intérieur du Québec. » Moi, c'est la meilleure affaire qui peut leur arriver, c'est un Québec qui n'a plus à craindre pour sa langue, parce que c'est un foyer francophone dynamique sur le continent qui va aider tous les autres foyers francophones. Parce que pour l'instant, c'est une inéluctable réduction du nombre des francophones à l'extérieur du Québec, puis ils peuvent accueillir autant d'immigrants. Le trou dans le fond du baril de l'assimilation en fait passer davantage que notre capacité d'en rajouter en haut du baril en termes de nombre. Je les comprends de vouloir, je les aide, mais les mesures ne sont pas suffisantes. C'est une bataille perpétuelle. Les petites communautés francophones sont gravement menacées, les grosses communautés francophones. Au Nouveau-Brunswick, ils reculent. Ils sont encore assez nombreux, puis ils sont dynamiques, puis ils sont pugnaces. Ils sont plus proches des Astérix de ce monde, là, le village gaulois, que nous, parce qu'ils ont moins de moyens que nous. Mais les Franco-ontariens, sur le bord de la frontière, vivent moins un phénomène d'assimilation, sauf que comme nous autres, là où la personne au McDonald's leur répondait en français il y a quelques années, ben maintenant, elle leur répond en anglais, mais ça, c'est vrai à Chicoutimi maintenant. Là. Ouais. À Chicoutimi, oui. Oui, partout au Québec. C'est très, très difficile d'avoir de la main-d'œuvre immigrante francophone.
Comment est-ce qu'un Québec souverain pourrait... Peut-être que j'ai mal compris l'explication, mais comment est-ce qu'on pourrait aider davantage les communautés francophones à l'extérieur du Québec si on n'a plus de poids à l'Assemblée nationale fédérale? En fait, ce n'est pas que le nombre de votes que tu as dans un Parlement qui te permet de fonctionner ou d'exister. Puis, je vais reprendre quelque chose que M. Lévesque disait. Là. Le jour où vous traiterez les francophones de l'extérieur du Québec comme le Québec traite les anglophones au Québec, on se reparlera. Ouais. Parce que et tant mieux pour eux, là. Je suis pas jaloux, là. Les communautés ou la communauté anglophone globale du Québec, et c'est vrai que dans les régions, les petites communautés anglophones, elles aussi sont en train progressivement, par un processus un peu naturel, comme s'il y a 22 francophones en Alberta, dans une communauté de 15 000 personnes, ils resteront pas longtemps, là. Mais il reste qu'ils ont énormément de ressources et c'est complètement disproportionné. Il y a personne au Québec qui a osé, dans le dernier siècle, dire on va arrêter d'enseigner en anglais, c'est même pas imaginable. Mais pourtant, plusieurs provinces canadiennes ont dit c'est fini l'enseignement en français chez nous. Les institutions n'y sont pas. Les universités francophones à l'extérieur du Québec, c'est pas légion. Ils sont rares, peu financés, ils n'ont jamais les moyens des universités anglophones. J'ai beau être fier de McGill comme n'importe qui d'autre, parce que c'est une grande université à l'échelle planétaire, il reste que je souhaite que l'Université du Québec à Chicoutimi ou à Rimouski ait aussi un rayonnement et des moyens comparables par étudiant à ce qu'il y a là. Et je souhaite que ce soit le cas pour les universités francophones qui sont dans l'Ouest, une dans l'Ouest canadien, celle de l'Ontario aussi. Ouais. Je te repose la question que je t'ai posée plus tôt. Là, la souveraineté en termes de projets possibles et réalisables et envisageables pour l'avenir, est-ce que tu y crois encore? Je ne pourrais pas faire le job que je fais si je n'y croyais pas. Ouais. Fondamentalement, là. Je pourrais faire autre chose de ma vie. Là. Je ne suis pas inquiet pour ma capacité de travailler dans d'autres choses. Quoique l'âge de la retraite approche, mais malheureusement, il me reste encore beaucoup trop d'énergie pour ça. Je pense que c'est faisable. Et quand tu es chef d'un parti indépendantiste, tu es obligé d'avoir ta vision de comment tu le ferais. Tu n'es pas obligé de la dire. Okay. Parce que la personne qui a la prérogative pour choisir et déployer une stratégie vers éventuellement un troisième référendum, mais c'est le chef du Parti québécois à l'Assemblée nationale du Québec, c'est pas le chef du Bloc à Ottawa. Dans ce contexte-là. Ou d'un autre parti souverainiste au provincial. Oui. Oui, mais ça c'est un débat. Il y a des souverainistes à QS, mais QS n'est pas souverainiste. Là. On peut bien se compter des menteries, là. Mais il y a des candidats de Québec solidaire qui refusaient de faire des publicités électorales en français à la dernière élection. Là. Tu peux pas nier l'existence d'une nation, puis vouloir la souveraineté. C'est la souveraineté de quoi que tu veux, si tu dis qu'il n'y a pas de nation? Tu sais, c'est pas simple. Mais son porte-parole qu'on avait ce matin... Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que Gabriel est réellement souverainiste. Là, j'en suis convaincu. Puis évidemment, je connais assez Amir Kadir pour ça, mais Ruba, Ghazal et moi, on a eu un différent significatif parce que tu peux pas dire... Je suis souverainiste, mais au fédéral, je vais voter pour le NPD, qui est encore plus centralisateur et qui est encore plus virulent pour traiter les Québécois de xénophobes, de racistes, d'islamophobes, de tout ce que tu veux, que les libéraux. C'est juste pas possible. Là. Je peux pas te dire « je t'aime » puis te frapper. Il y a des impossibilités. Après, ça s'est quand même... Ça s'est discuté, ça s'est calmé. Ça s'est calmé un peu par la suite, mais c'est un échange sur X, là. C'est un échange sur X qui était appuyé sur le fait que le milieu dans lequel elle fait de la politique est un milieu qui avait une sympathie pour le NPD. Tout ça est totalement légitime. Oui, mais le PQ étant un rival de QS, puis là, c'est le rapprochement. Et un fonds de commerce. Ouais. Le seul endroit où QS peut aller chercher des votes, c'est au PQ. C'est plate, quand ils ont arrêté d'aller chercher des votes au PQ, ils ont commencé à descendre. Il y a eu des négociations. Le début là, de la fameuse feuille de route PQ-QS pour faire l'indépendance ensemble, puis que d'autres gens veulent ranimer aujourd'hui. Écoute, parmi les toutes premières réunions de ça, j'y étais. Puis c'était quelque chose, là. Tu pars de loin. Là. Mm-hmm. Moi, je pense que tous les souverainistes devraient travailler ensemble sur cet objectif-là, mais en admettant que le lendemain de l'indépendance, ben des fois, il va y avoir des gouvernements plus à gauche, puis des fois, il va y avoir des gouvernements plus à droite, puis il y en a qu'on va aimer plus, puis il y en a qu'on va aimer moins, puis on va les changer, puis on va mettre un autre à la place, parce que ça marche de même, la démocratie. Il n'y a aucun pays dans le monde qui dit « Moi, j'aime pas mon gouvernement, j'aimerais ça que le pays d'à côté vienne gérer le système de santé chez nous. » On ne fait pas ça.
On dit, on va changer ce gouvernement-là à la première occasion parce qu'on n'est pas content de son travail. C'est ça, la démocratie. Donc, on ne peut pas dire, je suis indépendantiste à condition que le Québec soit socialiste. Il va l'être peut-être des petits bouts, puis peut-être pas de toute façon, tu peux pas les gens savent même pas où je loge. Moi, on va se le dire en secret, je suis plus à gauche un peu que mon propre parti. Pour ce que ça répétez ça, entre nous, là. Ouais. Mais je ne suis pas extrême gauche, mais le rôle de l'État dans l'économie, la capacité de l'État de disposer ou de garder le contrôle sur certains moyens de production, Hydro-Québec en étant le plus bel exemple, et les projets de privatisation de la production en étant l'exemple de ce que je pense qu'il ne faut pas faire. Moi, je suis plus à l'aise dans ça. Mais mon travail, c'est de rassembler au Bloc québécois les souverainistes de tous les horizons. Il y a une candidate qui vient de se manifester pour le futur comté d'Hochelaga-Rosemont-Est avec le redécoupage. Elle s'appelle Rose Lessard. Elle va être candidate à l'investiture. Elle est, je me vérifie si elle avait une carte de membre, elle est souvent associée à la mouvance Québec solidaire à l'intérieur du Bloc québécois. Elle est présidente du Forum jeunesse du Bloc québécois. Je suis totalement confortable avec ça. Je suis même allé l'encourager cette semaine en disant « Je suis très content que ce soit toi. » Parce que les milieux plus urbains, plus cette forme de progressisme-là, puis cette jeunesse-là, sont aussi nationalistes et souverainistes, mais ils ont besoin d'une voix qui soit la leur, puis qui va rentrer dans notre caucus, puis qui va rentrer éventuellement dans le Parlement et porter ce message-là, tandis que j'en ai d'autres qui sont des gens de commerce, des gens plus à droite sur certains enjeux économiques, puis c'est la rencontre de tout ce monde-là dans un parti. Si le parti sait se comporter et avoir à l'interne des débats qui n'auront pas l'impression ou qui ne donneront pas l'impression qu'on est divisé, parce qu'on est capable de se parler sans être divisé, moi je pense que c'est très riche. Est-ce que Québec est capable de réaliser ça entre Québec solidaire et le Parti québécois? C'est souhaitable, mais c'est pas facile parce que l'histoire est ce qu'elle est. Le souverainisme de Québec solidaire que certains ne partagent pas, même les électeurs, la majorité des électeurs de Québec solidaire disent ne pas être souverainistes. C'est un défi à relever parce que le fonds de commerce, souvent, de QS, c'était de dire « nous sommes progressistes et souverainistes pour aller chercher des votes au Parti québécois. » Et ça, ça, c'est l'histoire. S'ils veulent s'asseoir ensemble et recommencer à bien s'entendre, grand bien leur fasse, parce que quand je dis qu'il faut qu'il y ait une majorité de députés souverainistes à la prochaine Assemblée nationale du Québec, il n'y a rien qui dit qu'une majorité souverainiste, ça ne sera pas 60 péquistes puis 8 solidaires. Ça serait ton scénario idéal, ça. Ça peut, non, mais je veux dire, ça peut arriver à ce moment-là. Lorsqu'un projet de référendum arrive, en théorie, Québec solidaire va appuyer un projet de référendum. S'ils ne le font pas S'ils le font pas, ce serait... On va se poser des grosses questions. Ça va être intéressant. Les prochaines années vont être assez palpitantes. L'idéal, ça serait que tous les souverainistes s'unissent, selon toi? En principe, c'est un objectif qui vient avec une obligation de moyens. On pense tous que le Québec se porterait mieux s'il était souverain. Tu ne peux pas prendre l'idée d'indépendance en otage en disant « Ah, je vais poser mes conditions ». Alors, quel est le plus petit dénominateur commun ou quels sont les plus petits dénominateurs communs entre les Québécois en général? Nous sommes une nation dont la langue commune et officielle est le français, qui, de façon générale, ça peut varier dans les partis, croit que l'État ne doit pas être la tribune des préférences religieuses des uns et des autres, donc l'État doit être laïque, neutre, donc laïque. L'État de droit, l'égalité des genres et sexes, quelle que soit la façon dont les gens veulent s'identifier. Moi, j'ose mettre l'environnement là-dedans parce que je pense que si on disait aux Québécois demain matin, vous tournez le dos complètement aux valeurs environnementales, ils ne se reconnaîtraient plus. Bien sûr, il y a à l'Assemblée nationale du Québec ou au Québec des gens qui ont voté pour les conservateurs d'Éric Duhaime, qui ne sont pas des amoureux de la notion environnementale, puis dans les électeurs de Pierre Poilievre, il y en a une couple aussi qui dit « ça n'existe pas, cette affaire-là, le changement climatique. Ça n'existe pas. » Moi, je pense que ça existe, c'est que la grande majorité des Québécois seraient très malheureux, très mal à l'aise si on lui dit « non, ça n'existe plus ». La majorité des Québécois sont d'accord avec les mesures mises en place pour la lutte au changement climatique. On n'a rien de parfait, là. Mais on a un système au Québec qui existe depuis 2013. J'étais ministre de l'Environnement, j'ai eu la chance d'être celui qui a complété une négociation qui avait été commencée d'ailleurs sous Jean Charest. Puis, dans les années suivantes, ça n'a pas empêché le Québec d'être la juridiction canadienne où l'économie était la plus dynamique et la plus prospère, même si on avait une tarification sur le carbone.
Fait qu'agiter des épouvantails, ça sert absolument à rien. C'est pas exact que la tarification carbone nuit à ce point-là à l'économie, puis l'économie mondiale va devoir aller dans cette direction-là. Les grands fonds d'investissement internationaux vont aller dans cette direction-là, vont dire aux gens, vous devez sortir de l'économie pétrolière. Il y a des discussions qui se mettent en place. En Europe, c'est fait, ça va être en 2026. Les Américains y pensent, pour imposer des tarifs sur le carbone à l'entrée sur le territoire. Fait que si la Chine ne veut pas faire son effort pour lutter contre les changements climatiques, les produits chinois, en entrant sur le territoire, se feraient imposer une tarification qui serait équitable par rapport à ce qu'on s'impose nous-mêmes. Tu dis ça à un conservateur, il y a une crise d'apoplexie, puis il s'en va faire une prière en disant que la Terre est plate. On va sortir ce podcast-là probablement mardi prochain. On va essayer de le faire mardi prochain. Qu'est-ce qu'il faut surveiller dans... On s'en va sur l'élection. Là. Ouais, c'est ça. C'est quand l'élection? On veut savoir. Parce que là, nos téléséries préférées se terminent. Fait qu'on voudrait... Moi, je vais faire une correction sur ce que je viens de dire. Les conservateurs du Québec sont très différents. La vérité, là, pas toutes, mais en général, sur la gestion de l'offre, ils sont d'accord avec nous. Je pense que fondamentalement, sur nos demandes pour les aînés, ils sont d'accord avec nous sur pas mal de choses. Mais les conservateurs du Québec et ceux de l'Ouest canadien, c'est pas toujours pareil. Mm-hmm. OK, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? D'abord, mardi, nous, on a mis un ultimatum. Le mot a l'air pas fin, mais on a établi une date butoir. Puis on a dit au gouvernement, il y a 3 semaines, que s'il ne complétait pas l'exercice d'adoption de la loi C-319, qui vient du Bloc québécois, mais qui a été appuyée par tous les autres partis jusqu'à maintenant, et qui fait en sorte qu'il n'y a plus d'écart entre la pension de sécurité de la vieillesse pour les 65 ans, 74 ans, et la pension de sécurité de la vieillesse pour ceux qui ont 75 ans et plus. Donc, essentiellement, à partir de 75 ans, tu n'en as plus, puis avant, tu n'en as moins. Et ça ne se justifie pour aucune raison. Et on dit, si vous ne corrigez pas cette injustice-là, on va faire en sorte de contribuer à faire tomber le gouvernement. Si vous ne nous donnez pas la loi C-282, pour laquelle tout le monde a voté encore une fois, qui protège la gestion de l'offre, qui est un modèle de protection de privilèges agricoles importants pour la qualité des produits que les gens consomment ici. Là. À la base, c'est ça. Il y a d'autres variables, mais à la base, c'est ça. Si vous ne nous donnez pas ça non plus, même si tout le monde a déjà voté pour, bien, on va travailler à faire tomber le gouvernement. Quand on a dit ça, il savait que pendant environ 5 semaines, parce qu'à partir du moment où ça devient impossible, on s'en rend compte, pour faire avancer le processus qui nous menait à ça, et peut-être prolonger leur gouvernement, parce qu'en échange, on disait, on ne fera pas tomber le gouvernement jusqu'à la fin de l'année 2024 si vous nous donnez ça, sauf si vous nous provoquez. Demandez-nous pas de voter contre le Québec, on ne le fera pas. Et depuis ce temps-là, il s'est passé bien des affaires. Il s'est passé que le premier ministre a été fortement défié par son propre parti. Ouais. Et là, à chaque jour, on se demande, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va partir? Et je n'ai pas l'impression qu'il a envie de partir. Est-ce qu'il va être contraint de partir? Est-ce qu'il peut être contraint de partir? Dans l'état actuel des choses, il y a quelques dizaines de députés qui ont demandé son départ. Il y a 4 ministres qui ne sont pas des ministres majeurs, qui sont partis, mais qui n'ont pas dit que c'était à cause de lui. On peut le penser. Ça fait longtemps qu'ils sont là, quand même. Ils n'ont pas fait de reproches. Ouais. Mais c'était pas des seniors. Là. C'est pas... non, mais tu sais, des fois, je pense que ça fait 9 ans que la plupart de ces ministres-là étaient là. À un moment donné, la politique, ça use, puis tu veux aussi aller faire autre chose. Il peut y avoir de ça. Ben, celle que je connais le plus, c'est la ministre Bibeau en Estrie, qui, elle, veut aller à la mairie de Sherbrooke, dit-on. Ça lui appartiendra. Donc, il n'y a pas encore une masse critique telle qu'il soit obligé de partir. Puis dans sa façon de gérer le quotidien ou ce qu'on entend, il n'a pas l'air de quelqu'un qui veut partir. Est-ce qu'il est capable de rester dans la durée? Donc, est-ce qu'il va décider de ce qu'on appelle proroger le Parlement, c'est-à-dire suspendre les travaux du Parlement jusqu'au début de l'année prochaine? C'est prendre le risque que la fronde contre lui profite de ce moment-là pour lui dire de partir. Est-ce qu'il va donner au Bloc ce qu'il veut, sachant que c'est très populaire? La demande sur les aînés, il y a eu qu'un sondage fait là-dessus, mais 80%, 79% pour être précis, 79% des Canadiens étaient d'accord avec le Bloc québécois, incluant ceux de l'Ontario puis de la Colombie-Britannique. Donc, c'est très délicat de juste dire non, on ne vous le donnera pas. Le dossier de la gestion de l'offre est aussi assez important. Donc, est-ce qu'il va nous donner ça pour gagner un peu de temps? Est-ce qu'il ne va pas nous le donner? Est-ce qu'il va réussir à
mettre un terme au blocage du Parlement par les conservateurs qui, sur ce qu'on appelle une question de privilège, empêche le Parlement de travailler littéralement depuis une semaine, puis promettent de continuer à le faire jusqu'à la fin des temps. Il y a beaucoup de variables. Donc, il n'est pas exclu qu'il décide, lui, de provoquer une élection. De dire, je suis le chef, puis pendant que je suis encore là, je vais y aller. Même dans l'état dans lequel il se trouve dans les sondages, il pourrait faire ça. S'il pense que ça ne s'améliorera pas autrement, peut-être. Mais c'est très spéculatif, ça. Ouais. C'est très spéculatif. Je vous énonce essentiellement les variables. Sa popularité dans son parti, sa popularité dans l'opinion publique, les enjeux du Parlement, son conflit ouvert avec les conservateurs, les propositions que le Bloc québécois a fait. Tout ça, c'est les choses auxquelles il réfléchit pour voir s'il va démissionner, rester, provoquer une élection, essayer de se rendre jusqu'au début de l'année prochaine, avoir des projets intéressants à proposer pour essayer de rallier un appui. Tant qu'il ne décide pas de partir, il cherche une manière de prolonger ou de se mettre dans une position de force. Face surtout aux conservateurs, parce qu'encore une fois, c'est très difficile pour les deux autres partis de modifier la dynamique au Québec, compte tenu du fait que le Bloc n'est ni libéral ni conservateur, et qu'on est en avance. Donc, c'est très difficile de venir tacler ou de prendre les ressources qu'ils ont politiquement puis de les mettre contre dans une dynamique où il va peut-être avoir 8, 10, 12 comtés qui vont changer de main sur le territoire québécois, alors que le gros de l'élection, c'est en Ontario, c'est dans le Grand Toronto, c'est des sujets qui sont différents. C'est pas pour rien que tout le monde fait très attention au sujet de l'immigration et même de la sécurité nationale, parce qu'on ne veut pas directement ou indirectement déplaire à de très importantes communautés issues de l'immigration, essentiellement en Ontario, que les conservateurs et les libéraux courtisent tous les deux. Donc, personne ne va aller à l'encontre des fariboles que Mme El-Gawabi va dire en prétendant qu'un Québécois est par nature islamophobe. C'est un marché électoral où les volontés qu'on voit davantage en Ontario sont incompatibles avec les volontés qu'on voit en général au Québec. Le Bloc, en ce moment, a quand même le vent dans les voiles. Là, si on veut, vous avez gagné dans Verdun, qui est quand même une belle surprise. Là. Moi, j'habite Verdun, justement, puis j'avais pas vu venir, mettons. Là. Puis... T'avais-tu voté pour le Bloc? J'étais pas inscrit à Verdun, par exemple. Ça. Ah, OK, t'es inscrit, c'est pas encore. C'est bon. Pas obligé de répondre. Mais, fait que, tu sais, on peut supposer que... Devant les chefs du Bloc. Bon, excuse-moi. on peut supposer que si on allait à l'élection demain matin, le Bloc pourrait bien performer, mettons. On peut l'espérer. Encore là, on met trop d'attention sur ces chiffres-là. OK. Ce qui est important, c'est l'offre politique. Qu'est-ce qu'on propose? Est-ce que tu te reconnais dans ce qu'on propose? Est-ce que tu te reconnais pas dans ce qu'on propose? Puis après ça, on ira voter puis on verra ce que ça donne. Mais on joue les statistiques politiques comme on joue les statistiques au hockey pour faire de l'auditoire, attirer l'attention, avoir plus de lecteurs le matin dans ce journal-là que dans l'autre journal. Et on contourne les véritables enjeux qui sont des enjeux de fond sur la langue ou l'immigration ou le développement économique ou l'environnement ou l'égalité. Parce qu'on va parler, le nouveau score. Parce que les autres le font, puis parce que c'est tant couvert par les médias, on finit par être un peu pogné pour en parler un peu. Et si on recule de 6 mois, 8 mois, peut-être 1 an et davantage, le Bloc est 19 fois sur 20 en avance, puis récemment loin en avance, tant mieux. Ça peut tomber demain matin, ça peut changer demain matin. Je peux dire une niaiserie pendant notre entrevue parce qu'elle est plus longue, donc elle est plus dangereuse, puis que d'habitude, tu essaies de tout contrôler les variables. Ce que moi, je fais pas. Moi, j'y vais, puis ça donnera ce que ça donnera. Là. Ça peut changer n'importe quand. Fait qu'il faut prendre ça avec beaucoup d'humilité, beaucoup de prudence. Puis c'est peut-être plus dur de rester en haut que de grimper. Fait qu'on va continuer à faire l'offre politique dans laquelle les gens se reconnaissent. Parce que c'est sincère pour nous, on ne l'a pas fabriqué. On défend ce qu'on défendait il y a 2 ans ou il y a 4 ans. Puis on va voir comment les gens vont adopter ça. On savait que c'était possible, Verdun, à la condition de mettre la gomme. Là. Au début de la campagne, honnêtement, il y a bien des gens qui n'y croyaient pas trop. Puis moi, j'ai dit, on va jouer pour gagner. On le dira peut-être pas publiquement tant que ça, là, mais on va jouer pour gagner. On a déployé ce que ça commandait de jouer pour gagner. Et à 2h30 du matin, on a fait « Oh, wow! On a gagné. »
Mais c'est sûr que ça nous donne du momentum, beaucoup. Est-ce qu'il y a aussi... vas-y. Non, mais j'allais juste compléter la question, en fait, là, qui était si on va en élection demain matin, justement, probablement, puis après ça, tout peut arriver, comme on a dit, probablement que ça irait bien pour le Bloc. Mais si en contrepartie, il y a un gouvernement conservateur majoritaire qui rentre avec un gouvernement, un premier ministre qui s'en fout pas mal du Québec parce qu'il n'en a pas besoin, ben même si on a plus de députés du Bloc, on n'est pas plus avancé au Québec, non? Est-ce que tu es plus avancé si tu as plus de députés conservateurs? Ben non. Il y en a qui vont dire, Non, mais on va avoir plein de ministres. Non, il n'y aura pas plein de ministres. Il va y avoir n'importe quoi entre 200 et 240 députés conservateurs. Ouais. Sur ce nombre-là, il va y en avoir, soyons généreux, là, entre 8 et 11 Au au Québec. Québec. Ce qui est ridiculement petit. C'est petit. Ouais. Puis il n'y a rien qui va changer là-dedans. Est-ce que c'est parce qu'on pense qu'un gouvernement va être mauvais, mais au pouvoir, qu'on va le rendre encore plus mauvais et plus au pouvoir en y envoyant plus de députés? Tu sais, le soi-disant vote stratégique, moi j'ai toujours dit aux gens, vote selon ta conscience puis ton cœur, vote ce que tu penses, puis on regardera le total que ça donne après, pas le... Si tu veux pas voter... C'est vrai au Québec que si tu veux pas les libéraux, tu votes Bloc, si tu veux pas conservateur, tu votes Bloc. Mais je dis pas au monde de voter pour cette raison-là. Et je dis aux gens, es-tu content de ce qu'on fait? Ouais. Est-ce que tu penses qu'on est utile? Es-tu content de l'approche de voter pour ce qui est bon pour le Québec, puis de se battre contre ce qui est mauvais pour le Québec? Ben, à ce moment-là, tu peux voter pour nous. Ouais. Et ça prend évidemment une opposition forte puis une voix forte pour le Québec dans un Canada qui va se définir d'une façon tellement différente. C'est pas parce que les conservateurs vont être forts qu'on va encourager notre propre assimilation dans cette réalité-là. Au contraire, on va se donner des outils pour être qui on est et commencer dès la première journée à obliger ce gouvernement-là à agir dans le sens des intérêts du Québec. Je vous redonne les deux mêmes exemples. Imaginons que les libéraux ne nous donnent ni la loi sur les aînés, ni la loi sur la gestion de l'offre. Ouais. C'est pas adopté, ça va en élection. Les conservateurs sont majoritaires. Ouais. Je redépose les deux lois. Ouais. Mais c'est Sur pas la plus gestion facile de d'avoir l'offre. des gains avec des libéraux au pouvoir qu'avoir des gains avec des conservateurs au pouvoir? Je ne le pense pas, non. Non. La tradition conservatrice est moins centralisatrice, mais Pierre Poilievre est le plus centralisateur des chefs conservateurs qu'on a connus. Sur le logement, qui n'est pas du tout une compétence telle que Pierre Poilievre la voit, il s'amuse à dire qu'il y a des maires et mairesses qui sont des incompétents, puis c'est lui qui va décider. Ouais. Ça, c'est une juridiction québécoise. Sur les transferts en santé que toutes les provinces, incluant les provinces conservatrices, demandent, et le Québec aussi, bien, il refuse de s'engager à faire les transferts en santé. Il refuse de réduire les seuils d'immigration à la demande du Québec. Il refuse de transférer les pouvoirs en immigration au Québec. Il n'est pas moins centralisateur que M. Trudeau sur les grands enjeux. Leurs différences sont fondamentalement des différences en matière de valeurs plus sociales. Sur l'aide médicale à mourir, les libéraux sont plus en faveur. Ils font attention parce qu'ils ont peur de perdre des votes. Les conservateurs sont plus résolument contre l'aide médicale à mourir, qui est un produit très québécois à l'échelle canadienne. Sur l'avortement, ben, ça revient à chaque élection, ça revient tout le temps. Ah non, moi, je m'en mêlerai pas, mais c'est tout sauf du leadership, je m'en mêlerai pas. Il y a un bloc de députés conservateurs dans l'Ouest qui sont hostiles au droit pour les femmes de disposer de leur propre corps. C'est quand même pas rien en 2024. Là. Le chef conservateur, il fait juste dire, on n'en parlera pas. Mais le jour où il devient moins populaire, puis qu'il a absolument besoin de sa gang de l'Ouest, ils vont lui imposer l'agenda qui va faire leur affaire à eux. Cette semaine, il est devenu un peu discret parce que le premier ministre a été assez habile, puis il a dit, moi, je sais, pour avoir consulté les documents, qu'il y a des députés conservateurs qui ont été compromis par des puissances étrangères. Pierre Poilievre dit, moi, je ne veux pas lire les documents qui vont me donner cette information-là. Ouais. Je me bouche les yeux et les oreilles. C'est ça. Fait que je suis seul à pas faire ça. Là, tu dis, si tu deviens premier ministre, il faudra que tu vois les rapports de sécurité. Tu n'as pas le choix, c'est ta job. Là. Tu peux pas dire, ah non, je veux pas savoir s'il y a une menace contre le Canada. Mais là, tu veux pas le voir. Pourquoi? Parce que tu serais obligé de dire à des candidats conservateurs qui sont déjà députés qu'il faut qu'ils s'en aillent. Ouais. Fait qu'il y a mieux pas le faire. M. Trudeau était habile, il a mis ça sur le nez, et Poilievre a répondu, ah, c'est pas vrai, c'est des menteries, donne des noms. Mais le premier ministre n'a pas le droit de donner des noms. Si tu donnes des noms à des gens qui sont sous enquête, qui ne sont pas formellement accusés, tu mets leur sécurité en jeu, puis tu compromets le dispositif d'enquête du service de renseignement.
L'héritage canadien en matière de sécurité nationale est assez pitoyable. D'abord, on ne fait pas notre devoir comme membre de l'OTAN de mettre 2% de notre budget dans le militaire. Puis, je ne suis pas plus militariste qu'un autre, mais je pense qu'on a des obligations à l'endroit de nos alliés, en particulier dans la dynamique mondiale actuelle. Mais aussi, le Canada est une passoire. Parce que tu dis, si tu rentres avec assez d'argent, pas d'enjeu d'immigration. Si tu rentres avec certains diplômes qu'on pourrait vouloir, ou si tu es prêt à travailler pour pas cher, viens-t'en. Et là, pour rééquilibrer un marché de l'emploi qui est au bénéfice présentement plutôt des employés que des employeurs, tu favorises une immigration très, très, très nombreuse et tu le fais au détriment de la sécurité de l'État. Donc, la sécurité de l'État est mise de côté pour des raisons électorales et des raisons de certains intérêts économiques, encore une fois, dans les mêmes tours à bureau de Toronto. C'est l'héritage direct du multiculturalisme canadien, auquel le Québec ne s'est jamais identifié. Les gouvernements conservateurs n'ont pas été moins commis là-dedans que les gouvernements libéraux. C'est pas une conséquence de Trudeau. Là. Ça précède ça. Ça précède M. Trudeau. Je ne dis pas qu'il était meilleur que les autres, mais ça précède M. Trudeau. Les services de renseignement vous diront que ça remonte à très loin dans le temps. On est dans les décennies là, où un régime aussi habile et globalement riche que la Chine a réussi à se frayer un chemin au Canada pour avoir une considérable influence. Est-ce que ça a changé le résultat des dernières élections? Probablement pas de façon significative. Zéro absolu, ça se peut pas non plus. Si on convaincu 3 personnes à partir de l'argent du régime chinois de changer leur vote, bien, ça a changé quelque chose. Mm-hmm. C'est sûr que ça a eu un minimum d'influence, mais ça n'a probablement pas changé le résultat global d'une élection. Et ça ne justifie pas qu'on fasse rien. Ça ne justifie pas qu'on dise « non, ça n'a rien changé, on est tranquille ». L'enjeu du gouvernement indien, qui a son propre problème avec des indépendantistes du Khalistan en Inde, puis des Sikhs du Khalistan sont à peu près 400 000 au Canada. Ils sont venus nombreux, ils se sont organisés politiquement, ils ont beaucoup d'influence. Leurs méthodes en Inde ne sont pas non plus des méthodes d'enfant de cœur. Mais le gouvernement indien, qui n'est pas plus fin, a commandité une opération mettant en cause des gens très, très peu fréquentables et quelques diplomates qui ont mené à au moins un assassinat sur le territoire canadien. Tout qu'on ne me sorte pas les arguments, oui, mais c'est mauvais diplomatiquement de le leur reprocher. Mais non, il y a quelqu'un qui a été assassiné par un gouvernement étranger sur ton territoire. Tu ne peux pas dire, au nom du commerce et de la diplomatie, je dirais rien. Tu dois discrètement travailler avec les services de renseignement des autres pays qui sont tes alliés pour leur dire, 1, on va s'échanger des informations pour éviter que ça se produise, et 2, on va tous prendre notre téléphone discrètement, on va appeler en Inde, puis on va dire au premier ministre Modi en Inde, ouais, refaites pas ça, parce que l'Allemagne va être fâchée, la Grande-Bretagne va être fâchée, la France va être fâchée, les États-Unis vont être fâchés, le Canada va être fâché, le Japon va être fâché, la Nouvelle-Zélande va être fâchée, l'Australie va être fâchée. Oh, ça commence à faire beaucoup de monde. Là, ils vont commencer à faire un peu plus attention. C'est de même que tu travailles. Mais ça a été tellement négligé pendant tellement longtemps qu'il y a des conflits violents, étrangers, qui se transposent sur le sol canadien, que ce soit les Indiens ou certains activistes qui infiltrent un autrement très correct mouvement dit pro-palestinien pour le rendre plus radical. Il faut être capable de se prémunir contre ça. Avant de clore la discussion, parce qu'on a dépassé déjà notre temps. Ça se peut. On a posé une question ce matin à Gabriel Nadeau-Dubois. Il a dit on reçoit M. Blanchette cet après-midi. Est-ce que tu as un message pour lui? Puis je me suis dit, j'y ai posé la question, fait que je vais au moins amener le message jusqu'à maintenant. Il nous a parlé d'un 200 millions qu'on pourrait rapatrier pour l'éducation, pour nourrir les enfants dans les écoles. Oui. Qu'en est-il de ce 200 millions-là? Puis comment travailler avec eux pour le ramener? Si je ne me trompe pas, Gabriel m'a écrit il y a quand même assez longtemps. Comment ça, c'est par courriel? Là? C'est pas en SMS sur le... Non, puis il n'a pas pris une plume à la main sur un papier. Non. J'ai reçu une lettre qui avait été digitalisée, envoyée par courriel. Et je crois que c'est de ça que ça parlait. Et là, j'ai envoyé ça au cabinet. Je dis, écoutez, analysez ça. Parce qu'il faut répondre. Et ça a été long parce qu'on a eu l'actualité qu'on a eue. Et je sais que la semaine dernière, je dis, hey, on fait quoi avec ça? Moi, je n'ai pas de problème de collaboration avec Québec solidaire ou qui que ce soit. J'aurais tendance à dire à Québec solidaire, quand tu seras d'accord, quand tu es d'accord avec le PQ, c'est facile pour moi.
Comprends, tu sais? Vous vous entendez, vous dites, on a ça en commun, puis le Bloc pourrait nous aider, c'est facile. Mais vous êtes Même obligé chose d'être quand le PQ est d'accord avec la CAQ sur quelque chose. Mais pour moi, les nationalistes québécois sont très en consensus, puis c'est facile pour moi de transporter ça à Ottawa. Mais de prendre quelque chose qui vient d'un parti avec lequel l'autre parti n'est pas d'accord, c'est comme si je me faisais l'arbitre entre deux partis de l'Assemblée nationale du Québec, ce que je ne veux pas faire. Mais le Bloc est obligé d'être d'accord avec le PQ tout le temps? Non. Et puis même, c'est même ouvert entre Paul et moi. L'enjeu fondamental de la souveraineté, c'est la prérogative de la manière lui appartient, puis on est là pour les aider. De façon générale, par exemple, en immigration, on est d'accord, mais il y a 2-3 petites affaires, étudiants étrangers, on n'est pas totalement... On est deux partis qui sont indépendants l'un de l'autre. On est naturellement dans la même orientation puis la même tendance. On pense naturellement que la coalition Avenir Québec va pas assez loin en matière de nationalisme et de souveraineté, bien sûr, ou sur des dossiers précis. Je me gêne pas pour dire, comme le PQ, que Nordvolt a été géré, mais d'une manière épouvantable par ce gouvernement-là, puis je le sais d'autant plus que c'est dans ma circonscription. Fait que je me gêne pas, là, mais ça ne vient pas d'une obligation. Ça vient d'une convergence naturelle dans ce qu'on est comme formation politique, mais il m'arrive d'être d'accord avec des éléments qui viendraient de QS. Mais pour moi, le meilleur des scénarios, c'est en effet que Gabriel et Paul disent « Hey, on pense ça de la même manière, tous les deux. Est-ce que tu peux être le porteur de ça? » On va être bien content. Mais si, et je n'ai pas vérifié le détail, un contourne l'autre, Paul, ça se fait relativement bien, mais si Gabriel contourne Paul, puis il vient vers moi et dit « Hey, tu ferais-tu ça? » Un de mes réflexes pourrait être, de faire une réponse polie qui ne voudra rien dire, ou de dire « Paul, êtes-vous d'accord là-dessus? » Mais dans le contexte actuel politique à Ottawa, il n'y a pas beaucoup d'espace pour ouvrir une nouvelle canisse. Là. On est un peu... On le ferait pas bien. Je ne dis pas qu'on le fera jamais. Un nouveau rapatriement. Là. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Rapatrier l'argent, on est toujours en faveur de ça. On préfère évidemment que ce ne soit pas conditionnel, parce que si le gouvernement fédéral dit « je vous envoie l'argent, mais voici mes conditions », c'est une ingérence. Et tous les budgets fédéraux font de l'ingérence. Il y a un truc qui existe depuis fort longtemps qu'on appelle le déséquilibre fiscal. Le gouvernement du Québec recueille moins d'argent en taxes et en impôts que ce que sont ses obligations. Les obligations du Québec sont très coûteuses. Santé et éducation, c'est l'essentiel du budget de l'État. Et ça coûte de plus en plus cher, il y a de plus en plus de monde, puis on a de moins en moins de moyens. Le gouvernement fédéral recueille plus en taxes et en impôts que ses besoins, que ses missions, que ses mandats et ses obligations. Donc, le gouvernement fédéral accumule une capacité de dépenser ou d'emprunter beaucoup plus importante que celle du Québec. C'est le déséquilibre fiscal. Alors, le gouvernement fédéral dit quoi? Il dit, moi, je vais vous donner de l'argent, mais je vais vous imposer mes conditions dans vos champs de compétences. Parce que toi, t'es pauvre, moi, je suis riche. Fait que tu vas me vendre tes juridictions parce que moi, j'ai l'argent pour t'acheter. Évidemment, nous, on se bat beaucoup contre ça. Le problème existe en logement, il existe en infrastructure municipale, il existe évidemment en santé. On fait des programmes médicaments qui n'est pas complété, soins dentaires qui, lui, est complété, qui sont des ingérences. Puis là, on se dit, ouais, mais les personnes retraitées sont contentes d'avoir un service, un soin dentaire, mais un soin dentaire de quelques centaines de dollars par année, ça reste beaucoup moins que d'augmenter de façon légitime le pension de au moins 70 dollars par mois. Et il y a l'apparence de ce que tu peux faire avec l'argent qui est un peu l'argent d'autrui dans ses propres champs de compétences. Puis c'est dur à vendre parce que les gens disent, moi, si je peux avoir quelque chose, je me fous, c'est qui me le donne. Dans les faits, lorsqu'on vérifie ça dans la population québécoise, notamment par sondage, les gens veulent que les juridictions soient respectées parce que les Québécois se disent d'abord québécois avant de se dire canadiens et se reconnaissent davantage dans l'Assemblée nationale du Québec que dans le Parlement canadien, ce que je pense est tout à fait compréhensible pour le fréquenter beaucoup. Tout à fait. Merci infiniment. C'est vraiment Merci. intéressant. Super belle conversation. On suit les prochaines semaines avec attention. Je dirai à Gabriel que je vais répondre à sa lettre. Parfait, ouais. Il va t'envoyer un hibou pour avec la lettre entre les griffes. Merci beaucoup. Un grand plaisir, messieurs. Merci.